Si Dionysos était une femme, le premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin. Ensemble, découvrons le parcours exceptionnel d'une femme inspirante, d'une femme puissante, en toute authenticité. Bienvenue et belle écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eva Crétois, fondatrice de Comme et Cru. Eva est stratège de marque dans le secteur du vin et des spiritueux. Elle accompagne les acteurs innovants du vin pour leur permettre de gagner en visibilité et en notoriété. Avec elle, on ne réinvente pas la roue, mais on avance avec méthode et ambition. Dans cet épisode, on va parler de son parcours littéraire, d'Hippocagne au vin, il n'y a visiblement qu'un pas pour atteindre la lune, de sa vision de la communication dans le vin, car Eva n'a pas peur de secouer le coco, de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. On va parler de son aventure entrepreneuriale et des défis qu'elle a dû relever pour s'imposer dans cet univers encore très traditionnel. Eva, bienvenue sur le podcast de Si Dionysos était une femme. Bonjour Aurélie, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Moi, je suis ravie. Alors, pour commencer, Eva, Dis-moi. si Dionysos était une femme, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Qu'est-ce que ça évoque pour moi Alors c'est vrai que comme ça, là sur le papier, Dionysos, moi j'ai ce personnage assez débonnaire du Caravage. Donc je l'imagine juste avec des cheveux plus longs. Voilà. Parfait, allez, une belle tignasse. Voilà, exactement. Eva, personnellement, tu es originaire d'où ? Alors c'est une très très bonne question. Donc je suis originaire de la vallée du Rhône et plus particulièrement de Montélimar, donc là où il y a souvent des bouchons sur la 7. Voilà. Merveilleux. Bon, tout le monde s'en souvient. On est tous passés sur la 7 un jour ou l'autre. On y passera. Quand tu étais jeune enfant, une dizaine d'années, est-ce que tu rêvais de faire un métier en particulier ? Alors, j'aurais beaucoup aimé, enfin, je rêvais d'être archéologue, ainsi qu'écrivaine. J'écrivais beaucoup. Donc ça se retrouve aujourd'hui dans ton Absolument, métier. absolument. Et pour le côté archéologue, je crois que c'est vraiment mon amour pour l'histoire, et notamment tout ce qui est antiquité et Égypte antique. Tu as eu l'occasion d'aller en Égypte ? Non, pas encore. Mais ça, c'est clairement un truc que j'aimerais faire. pense Surtout que que ça le va musée être- du Caire a Ouais. ouvert ses portes est magnifique, apparemment. Hein. Mais tu vois, la première chose que j'ai fait, la première fois que je suis allée à Paris, je devais avoir 18-19 ans. Enfin, j'étais allée une seule fois à Paris avec mon père à l'opéra. Et quand je suis revenue, j'étais plus vieille, 18-19 ans donc. La première chose que j'ai faite, je suis allée au Louvre et je suis allée visiter le département momie, D'Égypte. tout ça, égyptologie, ouais. C'était Super. incroyable. Bon, il y a de quoi faire, Ah oui, effectivement. c'est clair. Alors maintenant, on va parler de ton parcours et de ton lien avec le vin. Oui. Tu es passé par des études littéraires avant d'arriver au monde du vin. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait bifurquer ou prendre ce virage à 360 dans ce secteur ? Là aussi, c'est une bonne question parce que c'est vrai que sur le papier, rien ne me prédestinait à travailler dans le vin pour la simple et bonne raison que je ne dégustais pas plus que ça. D'ailleurs, fun fact, hein, j'ai longtemps confondu certaines grandes marques entre elles. Je buvais des vins moelleux au verre dans des bars. C'était pas incroyable, mais c'est comme ça que j'ai fait mon apprentissage du vin. Quand bien même mon père est toujours un grand amateur de vin, j'ai fait des études littéraires parce que on m'a dit que j'étais bonne pour ça. Oui, parce que Donc, j'ai fait Hippocagne, ça. licence de lettres anglaises, Ouais. master langue étrangère appliquée, MBA, wine tourism and communication à ouais. l'ISV. Enfin, tu es arrivé dans le vin. enfin. Et c'est là, c'est quoi la bascule ? La bascule, c'est juste que je me faisais chier comme un rat mort dans mes études et que mes parents m'ont mis une pression certaine en me disant bon bah voilà, le LEA clairement ça ne te convient pas, t'es pas épanoui. Maintenant c'est soit tu trouves quelque chose à faire de ta vie, tu trouves quelque chose qui te plaît vraiment, parce qu'en fait je me suis jamais dit que je pouvais trouver quelque chose qui me plaisait vraiment. Jusqu'à présent, l'anglais j'ai toujours aimé, l'anglais c'est une passion, mais en fait je ne voulais pas devenir prof pour la simple et bonne raison que mes deux parents sont enseignants. Et donc, le déterminisme social s'est arrêté avec nous, puisque aucun des 3 enfants n'a choisi de devenir professeur ou enseignant. Mais donc, suite à cette discussion avec mes parents, je me suis dit, bon, bah, il y a quand même 2 choses que j'aime beaucoup dans la vie. Et c'est vraiment c'est texto la remarque que je me suis faite. J'aime 2 choses dans la vie, le fromage et le vin. Qu'est-ce qu'on en fait? Ok. Je suis allée dormir. Le lendemain matin, j'ai dit à mes parents, voilà, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé cette école à Montpellier. Mon père qui dit, ok, bah maintenant t'envoies un courrier, tu postules. Je fais, ok, très bien.
2 semaines plus tard, je passais le premier entretien. Derrière, j'étais reconvoquée pour passer, l'écrit et dans la foulée, j'ai été acceptée. Mais consciente que j'allais peut-être me retrouver avec, des filles 2 et fils 2, j'ai voulu, commencer à combler certaines lacunes. C'est te dire à quel point je suis quand même un peu stressée. Et je me suis dit: «OK, va falloir que je fasse un stage avant de débarquer à l'ISV» et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, mon aventure dans le vin avec, 3 mois de stage au château de Parazza en tant qu'assistante, de projet œnotouristique. D'accord, et c'est là qu'en fait, c'est à travers ce stage que tu as eu ce fameux déclic aussi? Absolument, absolument. J'ai eu ce déclic et je suis arrivée à l'ISV et tout était plus simple. Tout était plus simple parce que déjà, les dents glaces, donc les vignerons au château de Parazza m'ont absolument formée de A à Z. Je leur dois vraiment une fière chandelle. Ce sont eux qui m'ont appris tout ce qu'il fallait savoir sur le vin. Je garde un souvenir quand même super ému de Mathieu, qui est le vigneron à qui j'ai posé mais des milliards de questions, mais toutes, plus bêtes et plus innocentes les unes que les autres, mais en Mmh. même temps, je ne savais pas, quoi. Je débarquais dans ce monde, j'avais plein de questions et il fallait que je les pose ces questions parce que moi, j'étais quand même hôte de dégustation, donc je pouvais pas me permettre de dire des bêtises, tu Mmh. vois? Donc ça a été ma première expérience dans le vin et ça a été, la plus belle, quoi, La objectivement. révélation. Ouais. Et ensuite, comment ton expérience chez les caves Legrand, cette expérience-là, comment t'a-t-elle influencé sur la vision du vin et du marketing? Alors, je dirais que ce que j'ai découvert chez Legrand, c'est tout ce côté caviste, haut de gamme, servir des clients, la qualité du service, le monde du luxe, peu ou prou. Ce que j'ai aussi découvert, c'est que les grands vins en fait, pour moi, il y a pas de grands vins, il y a juste des vins et je n'ai pas apprécié, cette dichotomie entre les grands vins et les autres vins. Je trouve qu'il y avait un côté, trop élitiste. C'est peut-être mon côté, très provincial, mais ça ne me convenait pas. Quant à la communication, au marketing, clairement, il n'y en avait pas. On était, constamment, dans l'action et la réaction. J'ai été, chargée de communication pendant près de 3 ans. Ce que j'ai fait, c'est, j'ai cousu des menus j'ai fait coudre, pardon, des menus pour des dîners de closing. Je me suis Mmh. occupée de la carte du restaurant. Je me suis occupée de l'impression des cartes de visite. Enfin, je veux dire, j'étais constamment dans l'opérationnel et jamais dans la stratégie et ça, c'est quelque Mmh. chose qui m'a vraiment Hem, si j'utilise le mot traumatisé, c'est tout à fait juste parce qu'en fait, il n'y a rien de plus traumatisant que de créer du contenu pour ton employeur, de voir que tu n'es pas à la hauteur, sans que ton employeur soit en mesure de te faire un feedback constructif en te disant là où tu as fauté parce que lui-même, en fait, il sait pas. Mmh. On n'a jamais eu de documents me permettant, en fait, de communiquer avec, bon, bah, voilà, l'ADN de marque, c'est ça. Nous, on utilise ces mots de cette manière, cette Mmh. Bien ponctuation. sûr. Rien. Une ligne Donc en fait éditoriale, quoi. exactement, une ligne éditoriale. Donc à chaque fois que je produisais, c'était: «Bon, bah, non, ça correspond pas». Mais OK, mais pourquoi ça correspond Mmh. pas? OK. Donc Et c'est là où en c'est fait tu as là eu le exactement, déclic du c'est grand là, manque. ouais. Et il y a eu aussi un autre truc, parce que les caves Legrand, ça a pas été tout rose, mais ça m'a aussi permis de comprendre l'importance du client. Je t'explique pourquoi. Parce que, j'étais, donc chargée de communication, donc la plupart du temps, je passais, mes journées dans mon bureau, OK? À créer du contenu. J'avais très, très peu d'interaction avec les Mmh. clients. Mais ce qui me manquait, c'était aussi le côté hospitality, le côté, découverte des clients, le côté échange avec les clients. Ça me Mmh. manquait. Donc ce que j'ai demandé, c'est à mes collègues: «Est-ce que je peux animer des dégustations?» Des dégustations de gros comptes corpo, mais aussi des dégustations, on avait ce qu'on appelle une école du vin où justement on était, en contact avec, soit, des néophytes ou des aficionados. Ça dépendait un petit peu des thématiques abordées. Mais donc j'ai commencé en animant ma première masterclass autour des vins du Languedoc. Bon, bah, évidemment, ayant passé, 5 ans dans le Languedoc, Mmh. j'étais très contente, tu te doutes bien. Et en fait, j'ai animé toute une dégustation et à la fin de la dégustation, donc il y a une petite dame qui est venue me voir et qui me dit, «Excusez-moi madame, mais est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est qu'un cépage?» Et là, je me Mmh. suis dit: «Oh là là, la boulette». Et c'est là On où je vient me de suis loin. rendu compte, Mmh. tu vois, qu'on prenait beaucoup pour acquis la connaissance du client. Ouais, tout à fait, Et ouais. voir comment les clients, notamment les grands comptes, utilisaient mes menus. Parce que les menus, mon Dieu, je me cassais le bol, hein, pour faire des jolis Mmh. trucs, pour faire, des millésimes, enfin les fiches millésimes et tout, les accords, mes vins. Mais la plupart du temps, en fait, ils s'en foutent. Ouais. Mmh. Tu vois, ils s'en foutent.
Et moi, j'arrivais en disant, bon, OK, donc je pense pas que ce soit ça les actions prioritaires. Mmh. Tu vois, ça me permettait aussi d'avoir du feedback parce que finalement, j'en avais très, très peu de ma hiérarchie. Ça me manquait. Donc, je me suis dit, OK, j'ai pas de feedback, ben, je vais aller le chercher avec les clients. Mais de toute façon, souvent, dans le marketing, ce qu'on a fait en erreur stratégique et interne, c'est qu'on a souvent isolé le département marketing du Absolument. département commercial, du De département l'événementiel. communication, Absolument. etc. Alors qu'en fait, ça ne fait qu'un. On ne peut pas faire un produit sans avoir la notion du client et sans avoir également la notion du marketing, quoi. Enfin, Absolument. voilà, ça a du sens. D'accord. Donc, de ces réflexions-là, de ces expériences-là, en 2020, tu te lances à ton compte. Absolument. Hein, et qu'est-ce qui t'a motivé à franchir le pas? Alors, euh, donc, ça, c'est quelque chose que peu de gens savent, mais je m'étais lancée en micro-entreprise alors que j'étais encore chez Legrand. Donc, j'avais ça en parallèle à mon job. Donc, comment ça se goupillait concrètement? Le matin, je me levais à 4h30. J'écrivais pour des clients jusqu'à 5-6 heures. Derrière, je me préparais pour aller au travail. Je commençais ma journée chez Legrand à 9h, 9h30. À 19h, je terminais ma journée corpo chez Legrand. Derrière, j'avais des dégustations. Je pouvais rentrer moi, vers 1h du matin. Mmh. J'ai pas fait ça longtemps parce qu'il y a le Covid quand même qui m'a sauvée. Mmh. Tout ça pour te dire que j'ai quand même essayé d'éprouver mon modèle avant de me lancer à mon compte. Et dans ce laps de temps, justement, tu crées ta micro-entreprise et comment tu as le temps aussi de prospecter et de trouver des clients? Non, pas du tout. J'ai commencé grâce à une agence. C'est une de mes amies de l'époque qui Mmh. m'a mis en relation avec une agence. Et tu vois, mes premiers textes que j'ai écrits, c'était des textes pour des couches culottes. Très bien, bah, il faut commencer quand même quelque part. Exactement. C'est Il faut bien. commencer quelque part. Mais, donc, tu comprends que c'était pas non plus le boulot de mon existence. Mais en attendant, je testais ma plume et je Mmh. voyais à quel point j'avais tout à apprendre puisque c'était de la rédaction SEO. Moi, j'écrivais, mais j'avais jamais écrit pour le web. Mmh. Est-ce que tu peux dire SEO, ce que c'est? Le SEO, donc c'est le Search Engine Optimization, donc c'est le fait d'optimiser ses textes pour les moteurs de recherche et Donc faire les en sorte que algorithmes. vous soyez bien référencé Mmh. par Google et maintenant aussi par l'IA, puisqu'il y a beaucoup de recherches maintenant qui se font par l'IA. Mmh, exactement. Ouais, Ouais, donc ça fait des nouveaux lexiques exactement. à apprendre. Donc en 2020, tu te lances. Ouais, C'est vraiment cette période Covid qui ouais. t'a Qui- incité à aller de l'avant, à créer ta structure? Alors pas totalement, puisque donc là, en novembre 2019, je lance mon auto-entreprise. Bon, en mars 2020, on est confiné, tout le monde connaît la chanson. Moi, en attendant, je sais que mon contrat avec Legrand se termine en juin. Voilà. Pour avoir ma rupture conventionnelle, il fallait que j'attende juin. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de trouver un boulot. Ce que j'ai fait. J'ai passé plusieurs entretiens, dont un entretien pour une grande maison en Bourgogne. J'ai passé 5 rounds d'entretien. Le dernier avec le final boss. Et finalement, bah, pas de nouvelles pendant 2 mois. Je relance plusieurs fois les personnes pour apprendre que finalement, ils auraient pris quelqu'un d'autre. Et en fait, là, je me suis dit, OK, donc je veux plus jamais vivre le non comme un échec et je vais faire en sorte que le non soit une foultitude d'opportunités. Et je me suis dit, OK, bah, tu te mets à ton compte. Et j'ai commencé comment à mon compte? Donc effectivement, il y avait les textes sur les couches, les textes sur les assurances, OK. Mais pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai été la bras droit d'un antiquaire d'art. Mmh. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale. J'avais des missions ponctuelles dans le vin, mais à la base, j'ai commencé en travaillant pour un antiquaire. Et ça, c'est important de le dire parce que ça s'est pas construit en un claquement de doigts, hein, du tout. J'ai Mmh. galéré, Ouais. bien entendu. Donc tu avais cette partie de ta mission principale avec l'antiquaire. Ouais, Petit à petit, tu greffais le monde du vin absolument. et c'est après que tu as pu faire une bascule, Exactement. donc tu as La bascule, elle s'est faite quand ce client m'a dit, c'était en mai 2022, il m'a dit, bon, écoute, Eva, à partir de septembre, j'ai plus besoin de toi. Et là, je me suis dit, hop, 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 ce client ouais, représentait peu ou prou 70-80% de mon ouais, chiffre d'affaires. coup d'accélérateur donc. Coup d'accélérateur, mais sacré coup d'accélérateur. Et je me souviens dans la foulée être à Annecy avec mes copines et me dire, bon, écoutez, j'ai déjà essayé de parler de vin sur LinkedIn, là, je vais tenter le tout pour le tout parce qu'il faut, en fait, que je trouve des Mmh. clients dans le vin. J'ai pas envie de repartir dans le salariat, pas parce que j'estime que le salariat, c'est un échec, c'est juste que je j'étais pas prête à retourner moi dans le salariat et surtout, j'étais pas prête
à abandonner. Mmh. J'étais pas prête à abandonner parce que je sentais qu'il y avait un truc qui se passait dans le monde du vin. Il y avait une ouverture. Je voyais bien que le positionnement que j'avais au tout début, donc en parallèle à mon activité d'antiquaire, donc moi je voulais travailler avec les petits vignerons, tout ça. Mais en fait, les petits vignerons, attention, c'est la taille de l'exploitation. Il n'y a pas de petits ou grands vignerons, c'est juste l'exploitation. Je C'est bien précise. précisé. Ben, Mmh. voilà. Pas de problème d'ego, voilà. Mmh. Moi, je suis allée les voir. J'ai même fait du pro bono pour certains vignerons, dont un à Madiran. Et en fait, le gars, il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps. Il captait pas ce que je voulais lui proposer. La stratégie de marque, c'était mais le cadet de ses soucis. Lui, il était focus rentabilité, ce qui est absolument normal. Et moi, je lui proposais des trucs, mais qui étaient totalement hors sol. Mmh. Donc, en fait, ce que j'ai fait pendant ces 1 an et demi où j'ai travaillé avec l'antiquaire, donc oui, j'ai eu des missions ponctuelles avec des grosses boîtes, mais paradoxalement, j'ai aussi eu le temps de me former, en fait, de bosser sur mon persona et de bosser sur les vrais problèmes de la filière et pas sur des Super. problèmes stratosphériques qu'on pourrait Mmh. nous s'inventer en tant qu'indépendant. On doit se baser sur les vrais problèmes Du factuel. existants, exactement, du pratico-pratique. Alors, est-ce que tu peux présenter Comme Écru, Oui. s'il te plaît? Alors, Comme Écru, c'est pas une agence, c'est pas un collectif et c'est pas non plus moi qui suis freelance. Et Comme Écru, c'est vraiment un écosystème et un média qui est dédié à la communication stratégique des acteurs innovants et ambitieux du monde du vin et des spiritueux, et le tout sans chichi. Ça part Mmh. encore une fois de ma douleur chez Legrand, qui a été de communiquer toujours dans le rush et de ne pas comprendre le sens de mes actions pour créer en fait du sens à tout ça. Et aujourd'hui, Comme Écru, c'est donc effectivement mon activité avec d'autres personnes avec qui je collabore, dont Julia, mon associée, donc de consulting en stratégie de marque, mais aussi en CMO externalisé. C'est aussi une newsletter et un podcast. Mmh. Voilà. Exactement. Donc le podcast qui s'appelle Comme Comme Écru. Écru. En fait, vraiment, Mmh. ouais, tout s'appelle Comme Mmh. Écru. J'ai voulu quelque chose de très simple parce qu'en fait, Comme Écru, ça en dit beaucoup en une poignée de mots. C'est 3 mots. Mmh. Comme et cru. Cru, pourquoi? Cru, il y a le vin, bien évidemment, mais cru, cette idée de dire les choses telles qu'elles sont, peut-être parfois de manière un peu brute de pomme, mais Mmh. c'est aussi ma manière d'être, Ouais, en ouais. fait. Ne plus m'excuser de qui je suis et de la manière dont je m'exprime. Oui, ça, on va en revenir un petit peu plus tard parce que, en fait, ce que j'adore dans ta communication, c'est que tu désacralises. Tu mets vraiment un coup de pied dans la fourmilière de la com, du vin et des spirites. C'est impressionnant et en même temps, ça fait sourire parce que tu prends, tu exposes des métaphores, mais qui me font marrer. On en parlera tout à l'heure et on va en lire quelques-uns. Mais je voudrais juste revenir sur, donc tu es associé, tu parles d'un écosystème, donc en fait, tu travailles avec plusieurs freelances, c'est Absolument, ça? ouais. Et en fonction des missions, hop, tu imbriques, Exactement. tu fais appel En à l'un ou fonction l'autre. des missions et surtout des profils des clients. Donc là, Mhm. par exemple, on vient de terminer une grosse mission en stratégie de marque et nos clients maintenant vont travailler la partie DA. On leur a recommandé 2 profils qui peuvent matcher et pas que Mhm. à la hard skills, aussi à la soft skills, c'est-à-dire Mhm. qui sont ces personnes. Mhm. Ok, on peut préciser DA pour nos auditeurs? Oui, la direction artistique, pardon. Ok, Oui, super. bien sûr. Très bien. Donc en fait, c'est vrai que c'est intéressant et puis c'est dans l'air du temps aussi de faire appel aux experts pour venir consolider tes missions. Donc on a compris les défis, les premiers défis de l'indépendance qui sont pas aussi simples au départ. Non. Mais tu pars pas tout de suite seul. Tu pars avec ton associée Julia, c'est ça? Ou tu attends un peu avant de... Alors non, en fait, Julia, je l'ai rencontrée parce que auparavant j'avais un autre projet qui n'a pas duré, mais Julia, je l'ai rencontrée via ce premier projet entrepreneurial. En fait, on s'est rencontrés sur LinkedIn. Mhm. Et Julia, on n'était absolument pas copines quand on s'est rencontrés. On est devenues super copines. Maintenant, ça fait partie de mes meilleures amies, mais en travaillant ensemble. Donc la dynamique est tout à fait différente. Mhm. Et aujourd'hui, là, ça fait maintenant un peu plus de 6-7 mois qu'elle est pleinement intégrée au projet Comme Écru. Mais en D'accord. fait, ça faisait déjà des années qu'on travaillait ensemble. On a travaillé sur des projets même en dehors du vin, puisque comme je vous le disais, j'ai pas que travaillé dans le vin au début jusqu'en 2022. Mais aujourd'hui, on travaille uniquement toutes les deux sur des problématiques vin. D'accord. Alors, je reviens sur ce que je disais. Moi, là, j'ai un petit post qui est super intéressant. Alors, je vais le lire parce que vraiment, voilà, je trouve que c'est exactement ce dont on a besoin d'entendre. Voilà, nos clients mélangent notre vin avec du Sprite ou du vermouth. Et
Eh ben, on s'en fout royalement. Voilà, ça c'est ta réponse et je trouve ça judicieux parce que tu expliques après en prenant des métaphores, voilà. Est-ce que le boucher, vous fait pas une clé de bras, si vous décidez de cuisiner un rôti de porc à l'ananas ou de manger votre bœuf à point parce que vous aimez les semelles? Bon, bah, voilà. Le boulanger, il ne fait pas une dépression quand vous toastez sa baguette tradition, si vous trempez votre pain au chocolat ou chocolatine, alors moi je suis pour la chocolatine, dans votre café du matin. Voilà, et les exemples, ben oui, mais ils sont flagrants et tu as raison de les exposer parce qu'à un moment donné, dans la filière du vin, il faut aussi que, oui, on aime le vin, on aime ses traditions, mais on a le droit aussi de penser à l'avenir. Et l'avenir, ben, c'est les consommateurs et c'est les attentes, Exactement. quoi. On n'a pas le choix aussi que Ouais. de s'adapter. Voilà. Donc ça, j'adore. Et c'est cette approche qui fait du bien. Voilà. Et je trouve que, voilà, je dis, bah, tu fais du bien. Voilà. Comme écru, ça fait du bien à la filière. Ça me fait plaisir. Voilà. Euh, alors, tu es référente en communication sur les réseaux. Oui, Et comment est-ce que tu en es arrivée là, justement, à être spécialiste LinkedIn, à être spécialiste réseau? C'est en mettant le nez dedans, clairement? clairement, en mettant le nez dedans. Tu sais, quand j'ai commencé sur LinkedIn, donc c'était en 2021, parce qu'il y a quand même eu un monde avant 2022, et où les gens ont commencé à me voir sur LinkedIn, mes posts, c'était pas dingue, hein, pas du tout. J'avais pas du tout le copywriting LinkedIn. J'avais pas du Mmh. tout compris, et surtout, je n'avais pas trouvé et défini mon personal branding. Alors attention, le personal branding, c'est la marque personnelle, et ne pas confondre personal branding et personal branding. Donc le fait de raconter sa vie Oui. pour le plaisir de raconter sa vie. Moi, les pans de ma vie personnelle ou de ma vie professionnelle passée que je raconte, c'est parce qu'ils permettent de mettre, ils sont au service de ma communication et de mon message et de mes objectifs. Mmh. Ils doivent être, la communication doit être au service des objectifs. C'est pas juste quelque chose qu'on fait pour bien se faire voir ou juste pour cumuler les likes. Ça, Mmh. c'est juste de la vanité. Enfin, ça ne sert à rien. Mmh. Tu C'est vois, clair. faut qu'il y ait des objectifs derrière. Et LinkedIn, objectivement, comment j'en suis arrivée là? Alors moi, je te dirais que j'ai pas trop de mérite, mais en même temps, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail. J'ai sacrifié quand même beaucoup pour en être là où j'en suis sur LinkedIn. C'est-à-dire que c'est une rigueur que je me suis imposée pendant 2 ans. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais au début, quand j'ai commencé à communiquer, euh, ça prenait pas. Et globalement, ce qu'on me disait, c'était lâche l'affaire, le vin, ça n'intéresse personne sur LinkedIn. Mais alors moi, quand j'ai une idée derrière la tête, clairement, elle me reste en tête. Et j'y arriverai. Tu me dis non pour C'est rentrer peut-être par la la petite voix fenêtre. intérieure C'est aussi, hein? exactement, Mmh. ma petite voix intérieure, c'est une Mmh. grosse teigne, tu vois. Tu me dis non pour rentrer par la fenêtre, ok, pas de souci, ce sera par la cheminée, très bien. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis dit, j'arrive pas à capter l'attention des acteurs innovants du vin et des spiritueux, et j'expliquerai derrière pourquoi je cible cette catégorie-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, eh ben, je vais essayer d'interpeller leurs consommateurs. Eh bien, devine quoi? À partir du moment où j'ai commencé à parler de vin, en vulgarisant le vin, ah ben Mmh. là, j'ai eu l'attention de la filière, mais pas avant. C'est-à-dire Mmh. qu'il a fallu que je fasse parler de moi et que je montre que je maîtrisais mon domaine d'expertise pour que là, la filière se dise: ah, mais en fait, il y a peut-être quelque chose à creuser. Mmh. Et c'est Ouais. comme ça Oui. que tout a commencé. Tu animes leur réseau LinkedIn, c'est ça? Oui, alors aujourd'hui, j'ai 4 clients sur LinkedIn, et je m'occupe en fait de développer leur notoriété en rédigeant leurs posts. Alors, je différencie le ghostwriting LinkedIn du community management. Quand je dis que je fais du ghostwriting LinkedIn, c'est être écrivain fantôme, ok? Donc ça veut dire que j'écris les posts d'une personne qui, elle, les publie en son nom. Je ne publie Mmh. pas sur des pages entreprises. Ou si je fais ça, c'est plus de la création de contenu global, et ça rentre dans ma mission CMO, tu vois. Mmh. Donc, Chief Marketing Officer, donc en gros, responsable marketing en bon François. Mmh. Voilà. Mais comment ça se travaille, une réputation sur LinkedIn? Bon, bah déjà, c'est prendre la parole régulièrement, c'est avoir un profil optimisé, c'est répondre aux commentaires. En fait, c'est créer du lien. Mmh. Parce qu'on oublie, et c'est ce que je dis aux gens qui me contactent et qui ne sont pas sûrs de vouloir passer à l'action sur LinkedIn. Je dis objectivement, là, c'est prématuré pour vous. Vous n'êtes pas dans l'état d'esprit où vous êtes capable de vous astreindre à une routine. Commencez déjà par laisser des commentaires, je sais pas, une dizaine de commentaires par semaine. Commencez par créer des dialogues avec des personnes sur LinkedIn en message privé, et ça sera déjà une très bonne chose. On oublie, mais LinkedIn, c'est pas que quelque chose pour se mettre en avant, c'est un réseau social, et cette dimension de social, donc créer du lien, elle ne doit jamais, jamais, jamais être oubliée.
Et ça, c'est quand même un côté très chronophage aussi, quand même. Absolument, Mmh. absolument. Bah là, tu vois, pour te donner une idée, ce matin, j'ai posté une publication au sujet de mon dernier épisode de podcast. Je sais que le reach sera pas incroyable. Et tu sais pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai posté ça avant de prendre la voiture pour te rejoindre. Mmh. Donc ça veut dire que dans les 30 minutes après la publication de mon post, j'ai pas été disponible pour répondre aux commentaires. Donc là, en arrivant, j'ai répondu aux commentaires, mais je sais qu'effectivement, ça va impacter la visibilité de mon post. Et bon, au bout d'un Mmh. moment, ça fait 3 ans que je poste, voire même 4, que je poste comme une malade. Je peux me dire que, bon, pour le lastico, tu vois, je peux aussi m'autoriser certaines latitudes, mais parce que j'ai bien travaillé en amont. Mais tu veux dire, là, pour reprendre ton commentaire, c'est-à-dire qu'il faudrait, dans l'immédiateté, il faudrait répondre aux commentaires et pas 30 minutes après, c'est trop tard. Ouais, bah tu C'est ce vois, que par tu dis? exemple, je vais te Allez, on est en donner, direct live, là. ouais, je vais te donner un exemple. Donc là, je vais sur le post de ce matin. Le post de ce matin, il a été publié il y a 1 heure, j'ai 37 likes et 934 impressions. Qu'on soit bien d'accord, c'est très bien, 24 commentaires, un repost. Mais je sais très bien que si j'avais été directement là, derrière mon Mmh. ordinateur à répondre, ça aurait été beaucoup mieux. Là, tu vois, je vois que Incroyable. j'ai 4 commentaires auxquels il faut répondre. Mmh mh. J'ai des messages privés, bah, je m'en occuperai après. Et je sais que l'algorithme peut me pénaliser sur ça. Sachant Mmh. en plus que là, aujourd'hui, il y a une réelle baisse du reach. Donc, le reach, c'est le fait d'être vu sur LinkedIn. Euh, mais bon, c'est la vie, OK. tu vois. Et c'est la Ouais. raison pour laquelle je ne communique pas uniquement sur LinkedIn. J'ai aussi le podcast, j'ai Mmh. aussi la newsletter Ouais. et j'ai aussi un bon bouche à oreille. Ça aide Mmh. aussi. Oui, Tu complètement. vois. Faut pas tout miser non plus, on est Exactement. d'accord sur Non, LinkedIn, non, hein, non, non. on est d'accord. Alors justement, pour rebondir, aujourd'hui, quelles sont les principales erreurs que les professionnels du vin font en communication? En communication de manière générale ou sur Ouais, LinkedIn? en Ok. général. Alors, en communication ou en communication stratégique slash marketing? Ah! À la rigueur, on pourrait tout Ouais, exposer, mais on va globaliser, enfin, ok. Ouais, sinon on en a pour des heures. ouais. Non, mais parce que je te dis ça, parce que Mmh. tu vois, jusqu'à il y a très peu de temps, j'assumais pas ma casquette marketing et j'utilisais le mot communication ou communication stratégique parce que le mot marketing fait super peur dans le monde du vin. Et je voulais quand même travailler Mmh. avec des vignerons. Donc aujourd'hui, je travaille avec des PME familiales, mais j'avais peur que le mot marketing me fasse tomber que dans le côté grand groupe. J'ai rien contre les Mmh. grands groupes, hein, du tout, du tout. Mais j'avais aussi envie de garder cette dimension humaine. Et donc maintenant, j'ai un peu un panache des deux. Tout ça pour répondre à ta question. En termes de stratégie de marque, donc je vais te dire les erreurs qui flinguent le plus la communication, ça va être le fait. Alors ça, malheureusement, je suis absolument navrée, mais c'est lié à des problématiques de recrutement. On ne peut pas construire une communication pérenne en se basant uniquement sur des alternants et des stagiaires. Pourquoi? Ou alors, Mmh. s'il vous plaît, briefez-les. Mais en fait, quand Bien votre sûr. communication, elle change au fil des alternants, au gré de vos nouveaux entrants, Mmh. il n'y a rien qui se passe, tu vois. Bien sûr. C'est une communication totalement décousue. La perception du côté consommateur, il y a certaines marques, tu regardes ce qu'ils font, tu comprends pas en fait. Mmh. La manière dont ils s'adressent sur leur site web, vs la manière dont ils s'adressent sur les réseaux Il y a sociaux, pas de fil il n'y a pas conducteur. de fil Mmh. conducteur. C'est-à-dire que le site, il est super tratra, tout ce que tu veux. Sur les réseaux sociaux, les employés sont en train de faire les pitres de Mmh. salles de ambiance. Là, le consommateur, il est tout à fait perdu. Tu Mmh. vois, Ouais. on a besoin aussi de cohérence. On a besoin de cohérence. Donc il y a ça et le fait de ne pas savoir se différencier et donc Mmh. de ne pas avoir travaillé de positionnement stratégique. Et alors ça, je pourrais en parler des heures. Oui, 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 on est d'accord. C'est-à-dire que Mmh. tu as la Sainte Trinité, Mmh. terroir, famille, histoire. Voilà. C'est ça. Et tu as Et tout. on tourne Et autour on et tourne autour. malheureusement, on n'arrive pas à trouver, voilà, Exactement. ce qui fait, comme tu dis, la différenciation, Non. la storytelling et Ouais, la ligne éditoriale. Voilà, mais exactement. c'est ce qu'il faut construire Ouais. pour pouvoir capter les consommateurs, hein. Et Mmh. c'est pas que la faute de la loi E20. Parce que moi, je trouve que la loi E20, Oui. elle a bon dos. Voilà, la loi E20, c'est une contrainte créative. Si vous êtes des grosses teignes, vous pouvez absolument trouver des moyens. Ouais, vous pouvez trouver des moyens Mmh. pour captiver votre audience et créer une marque mémorable. Mmh. Vraiment. Il y a plein de chemins de traverse à emprunter. Donc, contacter comme écru. Absolument. Ta vision du vin et du marketing, tu dis souvent, innover sans oublier le passé, c'est la vraie modernité. Comment ça se traduit dans ta façon de travailler avec les marques de vin? Bah, c'est-à-dire que innover en respectant le passé, c'est ça la vraie modernité. Pour moi, c'est un peu un mantra. C'est-à-dire que quand on arrive avec Julia pour un rebranding, on va pas tout envoyer valser.
Mmh. C'est-à-dire, on fout pas tout par la fenêtre. Déjà, il y a une grosse, c'est quelque chose, je pense, qui va étonner certaines personnes, mais un rebranding, ça commence par une bonne grosse dose de psychologie et d'écoute. Mmh. On n'arrive pas comme ça chez quelqu'un en disant, bon, en fait, ta maison, elle est trop moche, on va tout raser. Non, pas du tout. Il va falloir comprendre où ils en sont, d'où ils sont partis, où ils sont arrivés et quelles sont leurs problématiques. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va faire un état des lieux, Mmh. voilà, et on va voir ce qu'on peut garder du passé, on va voir ce qu'on peut remodeler, on va voir comment, en fait, on peut utiliser des éléments passés à la sauce d'aujourd'hui pour continuer à captiver les générations futures. OK, très bien. Le secteur du vin est parfois perçu comme conservateur, ça, Oui, hein, c'est ce qu'on vient de dire, donc tu arrives à convaincre quand même les professionnels à oser communiquer différemment. Donc tu déconstruis la com et tu parles aussi de déconsommation et du besoin d'ouverture d'esprit du secteur. Hem, Comment tu peux expliquer cette vision, par rapport à ce sujet-là, toi? Comment tu peux, justement influencer, les producteurs justement à, à ce problème de déconsommation? bah, déjà, le problème de déconsommation, il date pas d'hier. Mmh. Déjà, si on regarde bien, niveau, démographique, on n'a jamais eu autant de gens en âge de boire de l'alcool. Pourtant, on n'a jamais eu aussi peu de consommateurs. Quelque chose qui Mmh. quelque chose qui va pas. Mmh. Qu'est-ce qui va pas? Alors est-ce que c'est, les baby boomers, qui refusent, d'acheter du vin en ligne? Je pense pas que ce soit que ça le problème. Est-ce que c'est les jeunes qui veulent, modérer, leur consommation d'alcool? Je s pense pas que ce soit que ça le problème. Je pense que le fond du problème. Pause. Ouais, on va reprendre sur, la Pas de souci. déconsommation Pour moi, et le fond du peut-être le problème, c'est ouais, pas leur cible. oui. Bon, on est d'accord. C'est tout. Mmh. Alors, on va reprendre. Absolument. Tu parles aussi de déconsommation et du besoin d'ouverture d'esprit. Peux-tu nous expliquer, ta vision sur ce sujet? Pour moi, le fond du problème, c'est une méconnaissance du clients et des profils de consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de personnes en âge de consommer de l'alcool. Pourtant, eh ben, la consommation d'alcool ne suit pas. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, je te demande qu'est-ce qui se passe parce que nous, avec Julia et maintenant Émilie, la personne qu'on a intégrée qui s'occupe des analyses qualitatives, on organise des entretiens pour essayer de comprendre leurs freins, leurs motivations, ce qui les pousse à consommer de l'alcool, comment ils consomment en fait d'une manière générale ces Ah, vous faites personnes. carrément des Ah études oui, oui, on fait des qualitatives études auprès qualitatives. des Bien sûr, bien consommateurs? sûr. Tu vois, par exemple, quand on fait une stratégie de marque, donc on commence par un audit de la communication. Mmh. Derrière, on a une analyse concurrentielle plus analyse des tendances monde, boisson et hors boisson, pour un peu ouvrir les chakras et Mmh. regarder ce qui se fait dans le secteur. Donc, et la troisième étape, c'est la construction du client idéal. Comment on le construit, ce client idéal? Bah, justement, avec des panels. Mmh. Donc, des panels de pros, des Voilà, tu as panels les de 2, clients, particulier, qui B2B, existent déjà, B2C. exactement. Mmh. Mais aussi, on va recruter des Mmh. nouveaux consommateurs qui ne Mmh. connaissent pas la marque pour Ouais. savoir, eux, quelle est leur vision du secteur, leur vision du produit. Il y a plein, plein de choses à aller chercher. Et Et derrière, une ça, tu fois le qu'on fais à a. l'échelle, du client, donc de Absolument, si c'est un domaine, absolument. Ouais, vigneron ou oui, si oui. c'est un groupe plus important? Là, tu vois, par exemple, on va commencer une mission avec une CAFCOP. On a 14 entretiens prévus, Mmh. individuels, hein. Mmh. Donc là, autant te dire qu'on va Oui. avoir une mine d'informations fantastique. Et dès qu'on a débloqué toutes ces informations, on passe à la dernière étape, donc Mmh. l'atelier création de marque. Mmh. Mais c'est super ce que tu dis parce que, hem, effectivement, dans le monde du vin, on a souvent tendance à créer des produits et on verra ce que ça fera Exactement. et pas se poser la question, mais enfin, comme les Ouais, grands groupes font, comme Danone et cetera, ouais, ils font d'abord une étude de consommation absolument. avant de pouvoir créer un produit. Voilà, c'est du sur-mesure quelque part. Ouais. Absolument. Et tu vois, je le dis tout le temps, si votre client il a envie de boire du vin violet aromatisé au litchi, Mmh. mais faites-lui du vin violet aromatisé au litchi. Exactement, bah, Le but, c'est au bout oui, d'un oui. moment, c'est on est dans le vin, ok, c'est un métier Ouais. de passion, mais vous êtes des chefs d'entreprise. Mmh. Le but, c'est de vivre de votre activité. J'en parlais également avec, Florence Barthès, effectivement à un moment donné, par rapport à Pays Doc, on parlait mais oui, OK, c'est un signe de qualité très important, mais il faut peut-être pas laisser passer tout ce qui est en train de se Absolument. développer et qui doit se développer parce que c'est aussi une Ouais, volonté des consommateurs de demain. Voilà, il faut pas nier, il faut pas être dans le déni non plus de cette évolution de la consommation. absolument.
C'est-à-dire que si le consommateur, par exemple, il recherche des vins pour faire de la mixologie, je te prends cette idée parce que clairement, la mixologie, je sens que ça va être un vrai, vrai truc. Et aujourd'hui, il n'y a pas de vins qui ont été. Il n'y a pas de marque de vin qui a été créée, qui a été Mhm. pensée exclusivement pour la Oui. mixologie. Parce qu'à partir du moment où tu mixes un produit, c'est un sous-produit. Si tu mixes un vin, si tu rajoutes du coca, ça veut dire que c'est un vin de merde. Mais en Mhm. fait, introduisons un petit peu de nuance. C'est pas Mhm. possible. Quand on va dans un bar à cocktail et qu'on paye 20-25 balles le cocktail, je prends l'exemple par exemple du Parfum à Montpellier qui propose des super cocktails, ce sont des œuvres d'art. Alors c'est vrai qu'on va pas en boire 50 parce que ça coûte cher, mais en attendant, ce sont des alcools de qualité. On peut Qualité, pas on prend plein les exactement. yeux parce que c'est beau et bien C'est une fait. expérience, tu Oui, vois. tout à Tu fait. peux pas demander à avoir Mhm. une super expérience gustative et produit avec des ingrédients de merde, en fait, passe-moi l'expression. Oui, ben oui, on prend l'exemple des spirits, les jeans qui ont évolué ces 10 dernières années, mais Mais on oui, a enfin, moi je suis fan de jeans, c'est excellent, et je suis d'accord avec toi dans la mixologie. À un moment donné, au niveau du vin, alors on va pas mettre voilà, pour rassurer les auditeurs, parce que souvent ça fait peur. On est d'accord, c'est pas tout le secteur, c'est pas non, pas toute du la tout, pas du filière, tout, pas du mais tout. il faut saisir l'opportunité, prendre la Mais oui, branche qui est en oui, train de oui, se, de oui. se dessiner, Je quoi. suis pas en train de dire que faire de la sangria au Mm, pétrus, c'est une bonne idée. Ça, mm, c'était une idée du film Barbecue, tu vois, mm. c'est pas la mienne. Néanmoins, encore une fois, si ça permet de... De garder des vignes, de pas tout Exactement, arracher, on exactement. est Et d'accord. de se garder une place dans le cœur des consommateurs, mais allons-y, en fait. Mm, c'est sûr. Alors, on va revenir sur l'entrepreneuriat et le mot leadership. Se lancer en tant qu'indépendant et femme, tu es jeune, hein, tu as une toute petite trentaine. Est-ce que pour toi, ça a été un défi supplémentaire ou pas du tout? Est-ce que tu as rencontré des obstacles ou pas du tout? Objectivement, en fait, je sais pas. Je saurais pas comment répondre à cette question parce que je pense que se lancer à son compte, c'est compliqué, c'est pas facile, mais ça se fait. Ça se fait, encore une fois, à condition d'être une grosse teigne et à condition de savoir où tu veux aller, d'avoir un cap stratégique et de t'y tenir. Encore une fois, c'est une question de boussole. Mm. Tu vois. À un moment donné, tu as rencontré des doutes? Des doutes, mais bien sûr, mais j'en ai Oui. encore, tous les Et jours. comment tu fais pour les passer, ces doutes? Tu Alors, t'appuies sur des personnes? comment je fais pour les dépasser? J'ai un fichier sur mon ordinateur avec tous les commentaires ultra positifs de mes clients. Et dès que j'ai une période de doute, et je me dis non, mais en fait, j'en ai marre, je regarde ça et je me dis non, en fait, ça va. Ça te rebooste. Exactement. Mm. Les petits tips intéressants. Ouais. Comment tu définis ton leadership? Et déjà, la définition du leadership, parce que c'est vrai que souvent on me dit, ouais, mais moi je suis pas leader. Ok, mais c'est une définition. Le leadership, c'est quoi? Et pour toi? C'est une très bonne question. J'avoue, je me suis jamais posé la question. Le leadership, c'est quoi? Pour moi, c'est la capacité à avoir un impact positif dans la vie des gens. Voilà. Mhm. Quel conseil tu donnerais à une femme ou une personne, une jeune personne qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat du vin? Ben, le fais pas à la sortie d'école. C'est une idée de merde. En revanche, travaille en entreprise, détermine ce que tu aimes et ce que tu aimes pas, ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire. Et après, lance-toi à ton compte. Et particulièrement si tu veux te lancer dans le monde du vin, ce que je te recommande de faire, c'est d'aller travailler en domaine, de voir quelle est la réalité des vignerons avant Mhm. de proposer tes services en externe. En fait, ce que Voilà. tu as fait, le stage d'intégration, d'immersion Ouais, globale, ouais, t'a ouais. Et permis, encore parce que un tu peu avais plus toutes les poussé. questions. Ouais. Mhm. Mais tu vois, encore un peu plus poussé, je te prends un exemple tout bête. Ça m'arrive parfois d'être contactée par des startups qui me demandent des conseils pour capter l'attention des vignerons. Et en fait, je leur dis, ben, votre produit, est-ce qu'aujourd'hui, il répond vraiment aux besoins des vignerons? Et ils me disent, oui, oui, mais on en est sûr. Je dis, ok, mais est-ce que vous êtes allé Mhm. les voir? Est-ce que vous les avez interrogés? Et là, parfois, ça bloque, tu vois. Je dis, écoutez, objectivement, là, vous êtes encore parce que il y en a certains qui sont en train de travailler sur leur boîte, mais parfois ils travaillent sur leur boîte et ils sont en période de chômage, tu vois, Mhm. ça leur permet de réfléchir et de développer leur projet entrepreneurial. Je leur dis, rien ne vous empêche d'aller faire 2 mois dans une cave. Alors c'est vrai que vous allez commencer en bas de l'échelle, hein, mais en attendant, là, Mhm. vous allez comprendre pourquoi les vignerons y mettent une plombe à répondre à vos mails, parce qu'en fait, vous n'êtes pas leur Mhm. priorité, Mhm. C'est tu vois. juste, ouais. Donc c'est ça aussi, c'est C'est se vie ma vie. mettre exactement. Non, mais c'est se Mais oui. mettre aussi à la place de la personne. Et tu vois, tu me posais la question sur le leadership. Pour moi, un leadership, il doit être empathique. Pour Mhm. être un bon leader, tu dois être empathique, pas trop non plus, hein, parce que voilà. Mais
doit être, l'empathie, c'est quelque chose d'important. La capacité Mmh. aussi à se mettre à la place des autres. Autre sujet, Oui, un sujet bonus pour si dis-moi. Dionysos était une femme. Aujourd'hui, on est dans un contexte où ouf, on sent que ça s'arrache de partout, un peu compliqué. Enfin, comment positiver le vin pour les producteurs, la vision d'un vigneron, comment lui faire positiver le vin et aussi pour les consommateurs, de façon générale. Voilà. Comment positiver le vin? Alors, hem, donc tout à l'heure, on parlait de déconsommation. On parlait, d'innovation avec, utiliser donc du vin dans des cocktails et moi, ça me fait toujours un peu, rire quand, il y a une levée de bouclier en disant: «Non, on respecte pas le produit». En fait, scoop, on boit pas du tout, le vin du Moyen Âge et tant mieux parce qu'il était sacrément dégueu. On boit pas non plus le vin de Louis XIV et on boit pas non plus le vin que buvaient les Romains. Là aussi, bonne nouvelle, il était coupé au plomb. Donc en fait, la filière viticole a toujours su innover et se relever. C'est juste une évolution supplémentaire. Et Mmh. l'évolution supplémentaire, elle passe aussi par l'écoute et la compréhension des besoins des consommateurs. Et je te dirais que les consommateurs, au final, comment eux leur demander de positiver le vin? Bah juste en fait, il faut que le monde du vin se mette à leur niveau, entre guillemets. C'est-à-dire, j'en discutais avec des clients bah, hier, pendant un rendu de strat de marque, et on leur disait, bon bah voilà, ça serait peut-être pas mal de parler des bonnes choses, mais aussi des défis. Si vous Mmh. parlez pas, si vous ne partagez pas vos défis à vos clients, mais Mmh. comment peuvent-ils se mettre à votre place et envisager votre réalité? Je vous dis pas d'être Cosette, mais juste de partager de temps en temps, vos défis, vos challenges. Voilà, Mmh. cette année, ben, ça a été compliqué. On n'a pas pu, acheter, de barriques. Pourquoi? Le tracteur, il est tombé en panne. Mmh. Tout con, mais ça se dit ça, en fait, Bien et sûr, c'est pas et ça grave de dire s'entend. les choses comme ça et ça s'entend. C'est ça. Mmh. Quand vous avez un retard de livraison sur un colis, si la personne chez laquelle, vous avez acheté le colis prend la peine, souvent c'est des services clients, mais c'est pas grave, on apprécie quand même, Mmh. prend la peine de vous envoyer un mail ou de vous appeler en vous disant: «Bon, bah, voilà, il y a un problème sur cette livraison», vous appréciez. C'est la même chose, en fait. Mmh. Complètement. C'est juste ça. Donc je dirais ça, la communication, mais la communication même entre les personnes. C'est ça pour moi qui peut, sauver aussi, la filière. Mmh. Le fait d'apprendre à se parler et de s'écouter. Dans le monde agricole, il y a un agriculteur, ou même plusieurs maintenant qui l'ont fait, qui ont créé une chaîne YouTube ou qui exposent voilà, ce qu'ils font dans leur journée, qui montrent. Et c'est vrai qu'ils reçoivent mais énormément, énormément de commentaires positifs parce que les personnes découvrent le monde agricole, quoi, la vraie réalité. Et il ne faut pas oublier Ouais. que le vin, bon, il y a des grands groupes, mais il y a aussi des vignerons, Mmh. donc c'est de la terre et c'est un monde qui doit se découvrir aussi, effectivement. Absolument, Donc il y a des belles nouvelles, mais il y a aussi des moments un peu plus contraignants pour eux et c'est important aussi que ce soit partagé. Mmh, absolument. c'est juste. Sans misérabilisme, bien entendu. Bien entendu. Oui. Tu commences toujours ta journée par une balade d'1 heure. Oui. Alors pourquoi ce rituel est important pour toi? Bah, parce que mon chien, Il en a besoin. elle en a très, très besoin, ouais. C'est un berger australien, elle est un peu hyperactive, donc elle en a absolument besoin et crois-moi, si je ne le fais pas, je me ramasse des coups de patte dans le nez. Mmh. Donc Non. il y a le chien, mais toi du coup, pendant cette heure-là, est-ce que tu es en train de préparer ta journée? Non, pas du tout. Non? Alors absolument pas. Tu vois, je vais peut-être écouter un petit peu les nouvelles, mais je vais surtout, m'ancrer. C'est vraiment le début de journée pour moi, c'est super important parce que c'est les premiers instants que je vais avoir et où je vais pas travailler. Ça, Mmh. c'est vraiment sacré. C'est-à-dire avant, 10 heures, globalement, je travaille rarement ou alors je vais être sur mes mails, je vais faire un peu d'administratif, mais Parce que c'est pas travailler de faire de l'administratif? si, mais tu vois, je m'occupe pas de la relation client, c'est-à-dire que je travaille à très, très haute intensité. Là, tu vois, par Mmh. exemple, hier, j'ai eu une journée où j'ai eu, à peu près 9 heures de réunion sans débander. C'était un Mmh. peu compliqué. J'ai mangé, un wrap à 16h40, que mon mari a eu la gentillesse de me préparer, mais sinon j'aurais pas mangé. Donc en fait, c'est si je me prends pas ce petit temps le matin, Mmh. ça n'arrête pas, tu vois? Donc c'est, C'est ton mon garde ressourcement? exactement, c'est mon ressourcement, c'est mon petit et mon chien, c'est mon garde-fou, tu vois? Mmh. Alors je vois également que tu pratiques la cohérence cardiaque. Oui. Et ça, c'est rythmé dans la journée ou c'est que de temps en temps quand tu sens que ça s'emballe un peu? Non, quand je sens que ça s'emballe, il faudrait que je le fasse plus souvent Ouais. parce que, Il y a des études qui montrent que 5 minutes de cohérence cardiaque ouais, le matin, le midi et et le le soir, soir,
c'est d'une efficacité Redoutable. redoutable. Ouais. 5 minutes de cohérence cardiaque permettent au cœur, durant 4 heures, de rester stable et de ne pas vivre les fluctuations de stress et Ouais. d'anxiété. C'est fou comme quoi 5 minutes, en fait, ça fait 15 minutes dans une journée, c'est C'est rien. c'est Et on rien. n'arrive pas à se discipliner, à le mettre Ça, c'est dans tellement l'agenda. important. C'est tellement important. La cohérence cardiaque, vraiment, j'adore. Et tu vois, fun fact, j'ai du mal à dormir. Je suis un peu insomniaque sur les bords. Quand je me réveille en pleine nuit, je suis là en disant, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, je commence à me dire, ah, tu pourrais faire ça pour le travail, tu pourrais faire ça. Mm, Et je me dis, ok, calme-toi, les paumes ouvertes vers le ciel. Et là, je fais de la cohérence cardiaque. mm. Et Et tu te là, rendors. boum, tu Mm. t'endors. Et ce qui marche aussi super bien, c'est l'ASMR. Je recommande. L'ASMR, c'est les petits bruits, genre tchi 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 dans les oreilles. Là, moi, j'aime beaucoup. D'accord. Ah ouais, alors moi je déteste ça. En revanche, ma fille adore avec ses petits ongles. Allez, on va vous montrer. Vous écoutez? C'est Voilà. Moi, j'adore. Ah, bon, Ouais. bref. Mais c'est bien, voilà, comme quoi on peut avoir aussi des petits rituels comme ça qui permettent au Ouais. sommeil d'arriver, de revenir. Absolument. La lecture, alors journaling, beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. Ça, tu vois, c'est ce que je fais le matin. Ok. Voilà. Le matin, je sors le chien, je la nourris. Ensuite, je prends mon petit déj, j'écris. Et après, je lis et je me mets sur Mhm. mes mails. Ok. Et Voilà. dans tes écritures, c'est un. On va pas rentrer dans les confidences, mais est-ce que tu te mets les 3 kiffs par jour? Est-ce que c'est plus des affirmations? Est-ce que c'est ce que tu as fait la veille ou ce que tu veux faire? Alors, j'ai un truc pour les affirmations, mais j'ai un petit carnet dédié aux affirmations et un journal de gratitude. J'ai tout ça, Hmm. hein. Donc ça, je le fais en fin de journée. Mais en début de journée, c'est plus comment je me sens, tu vois. Parfois, je me stoppe parce que j'ai tendance à partir dans mes délires de travail en me disant, ah, il faudrait que je fasse ça. Et je suis là en disant, ah, c'est pas le bon carnet. Parce que j'ai un carnet dédié au travail. Sinon, en fait, encore une fois, c'est pas toi que je vais l'apprendre. Quand on travaille à son compte, on a quand même une tendance à laisser le cerveau mouliner en Hmm. permanence. Résultat, ça épuise un peu quand même. Beaucoup Donc même. j'essaie de compartimenter. D'accord. D'où les petits carnets qui sont différents. Exactement. Donc tu te balades avec les petits carnets. Oui, enfin pas tout le temps, mais tu vois, quand je pars, j'ai mon gros carnet. Et après, ça m'arrive de faire mes trois gratitudes de la journée et tout. Mais c'est sympa, tu vois. Mm. Encore une fois, pour entretenir l'optimisme, comment Ouais. positiver, ça c'est important. Tout à fait. La gratitude, Ouais. ça c'est super. Gratifier une personne dans la journée. Quelque chose qu'on fait pas souvent. Ouais, ouais. C'est clair. Et puis les 3 kiffs aussi. Ouais. Moi, c'est ce bouquin, il m'a fait du bien. Ouais. 3 kiffs par jour. J'avais adoré. Et effectivement, ça prend 30 secondes de dire, allez, qu'est-ce qui t'a fait vraiment kiffer aujourd'hui? Et hop, Ouais. Et ça parfois, on redonne un se peu de rend compte peps. que, tu sais, c'est des actions totalement bêtes en disant, bah, tout à l'heure, je me suis marrée comme une baleine avec X. Mhm. Et t'es là, tu fais, ouais, c'était un chouette moment. Des petites choses simples de la Ouais, vie et essentielles. exactement. Alors j'aime à dire que les femmes marquent notre époque. Avec ton expérience, qu'ont-elles apporté dans l'univers du vin? Euh, c'est une bonne question. J'ai pas été beaucoup formée par des femmes. Mhm. J'ai été formée par des hommes, majoritairement, et je travaille à 90% avec des hommes. Ok. Je travaille très très peu avec des femmes. Je pense qu'il y a aussi côté caractère, un fit, et c'est la vie, tu vois. Mais Mhm. je me suis pas posé cette question parce qu'en fait, j'ai très peu travaillé avec des femmes tout au long de ma carrière, voilà. À D'accord. part une avec qui je m'entends encore formidablement bien, c'est Lucille Danglas. Et Mhm. Lucille, comme je vous en parlais en début d'entretien, c'est grâce à elle et à son frère, à ses deux frères Mathieu et Antoine, et à sa mère Annick, que je suis arrivée dans le vin aujourd'hui. Donc je leur Mhm. dois beaucoup. Ok, bon, c'est vrai que j'aime bien poser cette question parce que c'est mon regard, moi, de Oui, oui, cinquantenaire qui dit bien sûr, bien il sûr. y a 25 ans, on n'était pas nombreuses et aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup d'amies vigneronnes et j'adore ce qu'elles font aussi. Il n'y a pas un côté féministe du tout, Non, non, mais bien c'est sûr. de voir la sensibilité que ça peut amener. Non, mais c'est une très très bonne question. Mm. Mais tu vois, moi j'ai été très très peu exposée Mhm. aux femmes finalement dans la filière. Très très peu. Et c'est peut-être pour ça Ouais. que aujourd'hui je communique de cette manière. Regarde vers l'avenir. Quels sont les prochains défis? Je dirais consolider les acquis et continuer à devenir. Enfin, pas continuer à devenir, continuer à travailler pour influencer la filière dans le bon sens. Tu es surtout dans le vin ou tu fais aussi beaucoup de spirit? Je suis plus dans le vin que dans les spiritueux, mais oui, maintenant je travaille aussi dans les spis. Ok. Et la bière, non? Pas trop la bière, mais tu vois,
Ça permet de rebondir sur quelque chose. C'est que je dis vin et spiritueux, mais je travaille donc vin spiritueux sans alcool. Mmh. Et je m'ouvre de plus en plus aux boissons, à la filière boisson. Parce qu'en fait, il y a des inspi à aller choper du côté de Mmh. la filière boisson et à incorporer dans le monde du vin et des spiritueux. Quand tu dis boisson, c'est quoi? C'est, kéfir, kombucha ou ça peut être les sodas ou? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est soda à base de plantes adaptogènes, Mmh. tout ce qui, tout ce qui intéresse pas mal une certaine frange de la population, tu vois, et qui est en train de coiffer au poteau les marques de boissons alcoolisées. Parce qu'en fait, ce sont de nouveaux usages. Pour autant, ces personnes consomment aussi de l'alcool, hein. Mais c'est juste, c'est de nouveaux usages. Moi, ça m'intéresse, tu vois. Mmh. Aller regarder, par exemple, aller décrypter la stratégie de marque de Oatly. Oatly, c'est une marque de lait végétal. Lait végétal. Il y a, ça fait pas rêver, quoi, hein. Et ben, en attendant, la manière dont ils s'expriment, la manière dont ils communiquent, ils ont réussi à couliser du lait végétal. Mmh. C'est quand même très très fort. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à faire ça avec le vin, donc c'est pour ça que je regarde pas mal ce que font Ouais. les autres filières. Et j'avoue que au niveau du packaging, tu te régales quand même beaucoup plus dans les spi et C'est sûr. Ouais. les boissons de manière générale. Mais c'est vrai que la bière beaucoup moins. Les spiritueux me plaisent parce que mon mari travaille dans les spiritueux et je suis une grande fan de spiritueux. Aujourd'hui, je pense que je consomme plus de spiritueux que de vin, tu vois, notamment du whisky. Je suis une grande fan Mmh. de whisky. Ah, Ouais. whisky quoi? Japonais, Écossais. irlandais, Enfin, écossais? après, Mmh. je te dis écossais, mais whisky En à peu général, près ouais. en général, exactement. Puisqu'on collectionne pas mal de whisky et on se fait des dégustations à la maison et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, tu vois. Intéressant, Ouais. super. Si tu devais changer une chose dans le monde du vin aujourd'hui, ce serait quoi? L'ouverture d'esprit. Mmh. Quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, auditeurs professionnels du vin ou, amateurs de vin? Le monde du vin n'est pas mort, déjà. Il y a encore plein de choses à faire. Innover, essayer de Oser? bouger les lignes, Mmh. exactement, oser, mais en même temps, quand je dis innover, je veux pas leur dire, innover pour innover. Ouais. Dans un premier temps, parler avec vos clients, Mmh. regardez un peu, vos fichiers Excel, regardez ce qui marche pas. En fait, n'ayez pas peur de dégager des cuvées qui vous font perdre du temps, qui vous font perdre de l'argent. Faites du vide. En fait, ça serait ça, faites du vide, tu vois? OK. N'ayez pas Faire peur un petit peu de de tri, quoi. Mmh. exactement, faites du tri. Concentrez-vous sur des actions qui sont, porteuses de sens et qui génèrent, aussi de cash, en fait. Si Dionysos était une femme, quelle musique écouterait-elle? Ah ouais. Alors en ce moment, alors je vais te dire en ce moment parce Oh, que c'est souvent du moment, de toute façon, hein, oui, ouais. non, mais parce que je Ouais. suis une poubelle à musique, donc je pourrais te mettre du Maître Gims comme la messe en si, tu vois. Donc je pense que ça serait pas le sujet. Mais en ce moment, ce que j'aime beaucoup écouter, c'est le Don't Leave Me This Way de The Communards. Mmh. Et c'est une musique que j'ai beaucoup entendue dans une série qui est sortie là récemment sur Disney+, qui s'appelle Rivals et qui est très très bien. Voilà, que je vous recommande. Si Dionysos était une femme, quel livre lirait-elle en ce moment ou qui a inspiré, Dionysos? Pour moi, Antigone de Jean Anouilh. Il y a même pas de débat. Alors une femme du monde du vin qui t'inspire particulièrement, tu l'as citée tout à l'heure peut-être? Morte ou vivante? Ah, comme tu veux. Morte, ça serait, Barbe Nicole Ponsardin, donc Veuve Clicquot, clairement. Mmh. Elle est tout ce tout ce que j'admire. Bon déjà, pour le côté, historique, le côté, casser les codes, enfin je veux dire, elle a Mmh. quand même réussi à reprendre, l'entreprise à la mort de son mari à une époque où les femmes, n'avaient presque pas le droit de parler, donc c'est super, tu vois? Et sinon, je te dirais effectivement, Lucille Danglas, qui, je pense, aurait beaucoup, beaucoup de choses à te raconter. Mais en fait, j'en Mmh. connais tellement des nanas qui sont inspirantes dans le vin, donc je te dirais Lucille. Je pourrais te dire aussi mon amie Khadija Mezoud qui travaille au cellier des Demoiselles. Mmh. Je pourrais aussi te parler de Noémie Tano du Château Saint-Ferdinand à Bordeaux. Plein, plein de personnes en fait. Une belle personne à qui tu voudrais rendre hommage aujourd'hui? Pour terminer ce podcast. Une belle personne avec un hommage. Dur hein, comme question. J'aurais bien dit ma maman, mais dans tous les cas, elle écoutera pas le podcast. Donc,
Pourquoi elle n'écouterait pas le podcast? Mais non, mais pas parce qu'elle écoutera pas le podcast, mais parce que ça fait un peu merci à ma maman. Objectivement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Et si c'était ta maman, justement, pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est parce que c'est quand même foncièrement grâce à mes parents que j'en suis là. Et par rapport à l'écriture, c'est grâce à ma mère que j'en suis là. Donc avant même de faire les devoirs et après le goûter, on avait un petit GT et ma mère, chaque jour, tirait un mot. Et donc c'était si j'étais un arbre, je serais. Et boum, on devait faire 10 lignes d'écriture d'invention. J'étais la seule parmi mes frères à aimer cet exercice, mais à tel point que je l'ai continué, tu vois, des années durant. Donc je dirais que merci à ma mère pour m'avoir donné cet amour de l'écriture et de la créativité, en fait. Super. Mais merci beaucoup, Eva, pour cet entretien. J'ai adoré cette conversation. Donc, si les auditeurs ont envie de te contacter, site internet? Il y a un site internet comecru.fre. Ils peuvent tout trouver sur le site, également sur LinkedIn. Eva Crétois, donc Eva avec un W, promis, c'est pas une blague, c'est vraiment l'orthographe de mon prénom. Et également sur Instagram, où ils peuvent me trouver avec le handle com et cru, tout attaché. Voilà. Super. Je te remercie. Merci. À très bientôt pour de nouvelles écoutes. Merci beaucoup, Aurélie. Mes invités sont des experts dans leur domaine. Les témoignages de femmes leaders sont des moyens pour chacun et chacune de nous élever dans nos parcours professionnels. Et ceux d'acteurs du changement constituent le moyen le plus efficace pour vous sensibiliser et vous engager vers des pratiques plus vertueuses. Alors merci de partager, de mettre des étoiles, de liker et même de commenter les épisodes du podcast. C'est grâce aux abonnés, aux 5 étoiles et pouces levés que Si Dionysos était une femme a sa raison d'exister. Je compte sur vous. À très vite pour de nouvelles écoutes.